Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, Yo Pontife, François le pape superstar, arrive ce soir aux États-Unis, première économie mondiale, dont la devise nationale officielle depuis 1956, In God We Trust, rappelons-le, est imprimée sur les dollars. Quel impact aura le discours du pape altermondialiste, écologiste et anticapitaliste sur l'Amérique catholique, un Américain sur 5 laits, et sur celle de la surconsommation? Nous en débattrons, mais pas avant d'avoir reçu un cerveau athlétique. L'historien israélien Yuval Noah Harari, dont l'essai intitulé Sapiens, 200 000 ans d'histoire globale en 492 pages, fait le buzz. Sapiens interroge la finalité de l'homo, passionnant mais pas gai. On le retrouve après son empreinte digitale par Marc-Antoine de Porrette. En tapant Yuval Noah Harari sur internet, on arrive sur une vidéo TED vue par plus d'1 400 000 personnes. Et là, on comprend que vous êtes un sacré phénomène. Né en Israël de parents libanais, à 26 ans, vous êtes docteur à Oxford, spécialité histoire médiévale et militaire. 1 an plus tard, vous voilà maître de conférences. C'est vrai, pourquoi attendre? Homo sapiens hyper talentueux, vous publiez de nombreux livres et articles et délivrez des cours en hébreu ou en anglais que l'on peut consulter en ligne gratuitement. About 13 billion years ago, matter, energy, time and space came into being in what is known as the Big Bang. Mais c'est avec votre dernier ouvrage que résonnent les trompettes de la renommée. Une brève histoire de l'humanité, un best-seller déjà traduit en plus de 30 langues. Votre œuvre débute avec l'Homo sapiens pour se terminer avec les révolutions politiques et technologiques du XXIe siècle. Presque rien, un petit bout d'homme en somme. Vous y passez à la moulinette les religions, la science, l'ignorance, le capitalisme, le bonheur, la génétique et la vie bionique. Aborder des sujets sensibles comme la théorie scientifique du métissage. Selon celle-ci, Sapiens serait frayé avec Néandertal, ce qui se traduirait par des différences génétiques entre Asiatiques, Africains et Européens. Un excellent matériel, écrivez-vous, pour servir des théories raciales explosives. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, vous place même le 15 juin dernier dans les livres à lire de toute urgence. Avec ses 35 millions de contacts, plus de 24 000 utilisateurs lèvent leur pouce en l'air. Des internautes, des sapiens, mais surtout des serial killers écologiques. Vous affirmez que la condition humaine s'est faite au détriment des autres animaux et de l'écosystème environnant. Des pilotes de voitures, de trains, d'avions, de fusées qui ne savent pas où ils vont. Pensez-vous, monsieur Harari, qu'il est encore possible d'inverser cette tendance humaine millénaire et de faire régresser la souffrance que nous avons imposée au monde ? Yuval Noah Harari, bonsoir. Bonsoir Nadia, bonsoir Elisabeth. Bonsoir. On est tellement fascinés par la présence du docteur Harari avec nous que j'en oublie de vous saluer. Voici l'objet, Sapiens, que vient de publier il y a 2 semaines les éditions Albin Michel. Un buzz planétaire pour cet essai de vulgarisation brillantissime qui, en 492 pages, relate comment il y a 100 000 ans à peu près, une espèce d'animal, un sapiens, qui n'était pas franchement malin, qui était à mi-chemin de la pyramide alimentaire, de la chaîne alimentaire, a réussi à dégommer tous les autres homos, à multiplier les extinctions et à devenir, aujourd'hui, au XXIe siècle, quelqu'un qui a marché sur la Lune, qui a inventé Jean-Sébastien Bach, mais aussi qui est en train de se livrer à, peut-être, un écocide, l'extinction de son environnement, de la planète, de son biotope. Pourquoi aviez-vous besoin et pourquoi ce projet complètement démentiel, mégalomaniaque presque ? Il m'apparaît que pour les gens qui vivent dans notre société mondialisée du XXIe siècle, il est nécessaire de bien comprendre l'histoire de l'humanité dans son ensemble. En Israël, mon pays d'origine, les élèves et les étudiants se voient enseigner l'histoire d'Israël, l'histoire juive éventuellement, mais ils ne savent rien de l'histoire du monde. Et moi, j'ai parlé à mes étudiants et je m'aperçois qu'ils ont besoin d'avoir accès à la compréhension de l'ensemble de l'histoire avec un grand H. Et moi, je ne fais que de mon mieux et j'ai été surpris de la réaction de mes étudiants. Ce que vous expliquez, c'est que le sapiens, qui au départ était une espèce de petit animal un peu défavorisé, qui devait se battre éventuellement pour récupérer les restes des prédateurs, en est venu à conquérir le monde parce que les sapiens étaient capables de coopérer, de travailler ensemble et de se raconter des histoires, de s'inventer des mythes et des religions. C'est juste notre imagination ou la capacité que nous avons de nous mentir qui a fait de nous les maîtres de l'univers?
C'est surtout l'imagination. Le mensonge, ce n'est pas l'apanage de l'homme. L'être humain est le seul animal qui peut parler de choses qui n'existent pas nulle part, sauf dans leur imagination. Le Dieu, par exemple, l'argent, les droits humains, les nations, tout ça, ça n'existe pas, sauf dans des histoires que nous nous racontons. Vous ne pourrez pas convaincre un chimpanzé de vous donner une banane en lui promettant qu'après sa mort, il ira au paradis des chimpanzés et que là, il aura des tas et des tas de bananes, des régimes entiers à sa disposition. Aucun chimpanzé ne vous croira. Il n'y a que l'être humain qui peut croire à une histoire pareille. C'est pourquoi seul l'être humain est capable de s'unir pour être très nombreux et bâtir des cathédrales. Yuval Noah Harari, vous faites ce que peu d'historiens, lorsqu'ils envisagent l'histoire globale, font, c'est-à-dire que vous vous préoccupez du contre-champ. En l'occurrence, quand vous évoquez la révolution agricole, qui a eu lieu il y a 10 000 ans, vous évoquez le point de vue des animaux. C'est rarissime, le point de vue des poules, le point de vue des cochons, le point de vue des moutons. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes végétalien? Est-ce que c'est parce que vous êtes un écologiste? Ou parce que vous considérez que les historiens ne se sont pas assez préoccupés de la science naturelle et des animaux, au sens écologique quasiment du terme? Eh bien, moi je suis devenu végétarien après avoir écrit cet ouvrage. J'ai découvert des pratiques horribles et moi je me suis dit que je ne veux pas participer à cela. Mais l'idée de raconter l'histoire du point de vue de l'animal, je crois que c'est important. En effet, les animaux jouent un rôle très important dans notre histoire et par ailleurs, les animaux sont vraisemblablement les plus grandes victimes de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas simplement l'industrie moderne qui, au cours des 200 dernières années, a nui aux animaux. Il y a des dizaines de milliers d'années, les êtres humains ont été responsables de grandes destructions écologiques. Lorsque les premiers êtres humains sont arrivés en Australie, il y a environ 45 000 ans, eh bien, ils ont causé l'extinction de la mégafaune de l'Australie. Exactement. Ça a été la même chose en Amérique ultérieurement. Donc, ce n'est pas simplement notre industrie moderne, c'est l'ensemble de l'histoire de l'humanité qui est entremêlée avec le destin extrêmement triste et funeste des animaux de la Terre. Claude, est-ce que vous nous aimez quand même, nous les sapiens? Est-ce que nous sommes sympathiques, aimables ou antipathiques? Nous avons fait de bonnes choses tout de même au cours de l'histoire de l'humanité. Nous avons une capacité étonnante à faire le bien en même temps que le mal. Je vais vous donner un exemple. Au cours des dernières décennies, nous avons réduit le niveau de violence internationale. On est au niveau le plus faible que l'humanité ait jamais connu. Le monde est plus paisible qu'il n'a jamais été. Alors, moi, je viens du Moyen-Orient, donc je sais de quoi je parle. Mais il y a bien moins de violence et bien moins de guerre qu'avant. Quand vous évoquez, encore une fois, la révolution agricole, le passage des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs, vous avez l'air de considérer qu'être chasseur-cueilleur et chasser le mammouth, c'était l'âge d'or. C'était quasiment un paradis perdu. Vous dites, rien ne peut égaler la joie pure vécue par un groupe qui a réussi à chasser un mammouth. Êtes-vous réactionnaire, rétrograde, provocateur, ou considérez-vous véritablement que le paradis, c'était il y a 12 000 ans et que le progrès, eh bien, il faut être contre, d'une certaine manière? Non, ce n'était pas le paradis sur Terre. Les chasseurs-cueilleurs avaient de nombreux problèmes. Ce que je dis, c'est pas que c'était le paradis, je dis simplement que tout ce pouvoir que nous avons gagné depuis cette époque-là n'a pas nécessairement amélioré notre vie. Notre vie n'est pas pire pour autant, mais elle n'est pas bien meilleure qu'à l'époque. L'être humain a la capacité unique d'acquérir le pouvoir, mais on n'est pas très habile pour traduire ce pouvoir en bonheur. Alors, Nadia, l'Homo numericus, résultat de la 4e révolution, dont parle Yuval Harari. Homo numericus? Parce qu'un jour, la technologie s'en est mêlée et l'Homo sapiens est devenu Homo numericus. On est tous ici, qu'on le veuille ou non, des Homo numericus, et ça fait évidemment référence à la révolution anthropologique à laquelle nous assistons tous avec le numérique. Un éternel débat entre ceux qui pensent que le numérique a fait de nous des gens meilleurs, des gens plus performants, et ceux qui pensent que ça fait de nous des gens plus bêtes et plus paresseux. En tout cas, cet été, il y a une étude très sérieuse qui a été publiée qui concluait que l'Homo numericus
perd la tête, on perd la mémoire. Le numérique a tellement affecté nos cerveaux que nous sommes de moins en moins capables de nous souvenir de choses. Autrement dit, le numérique est devenu le disque dur externe de notre cerveau. Mais en fait, on ne doit pas s'inquiéter, c'est pas si grave parce que dans 15 ans, nos cerveaux seront directement connectés à Internet. Elisabeth est absolument ravie, c'est pas moi qui le dis. C'est un certain Ray Kurzweil, c'est le directeur de l'intelligence artificielle chez Google. D'après lui, en 2030, nos cerveaux, à tous, seront connectés au cloud, donc l'espace de stockage de données. Et mieux que ça, on pourra choisir de se souvenir ou non de choses qui nous sont arrivées. C'est de la pure science-fiction, ça va arriver. 2030, je n'y crois pas, c'est trop tôt. Dans 50 ou 100 ans, en revanche, ce ne sera pas nécessairement de la science-fiction. Étant donné le rythme du progrès technologique, eh bien, la grande révolution à venir, ce ne sera pas une révolution politique ou économique, ce sera une révolution de l'humanité elle-même. Après des milliers d'années au cours desquelles nous avons évolué, nous avons fait changer l'environnement, notre société, l'économie, mais nous n'avons pas changé notre corps, notre cerveau, notre esprit. Donc la grande révolution à venir dans les 50, 100 ou 200 ans, eh bien, le grand changement ne sera pas à l'extérieur, ce sera un changement interne, le corps, l'esprit. On va devenir tous des cyborgs. En quelque sorte, oui. Dans l'économie du XXIe siècle, la grande révolution, ce ne sera pas des véhicules, des textiles ou autre chose. Les produits de la révolution, ce sera des produits du corps, de l'esprit. Il y aura des gadgets pour améliorer notre mémoire et ainsi de suite. C'est la conclusion de votre livre. À la fin, Sapiens deviendra Dieu et disparaîtra, sera remplacé. Mais ça, c'est un mythe fondateur de toutes les religions, c'est la tour de Babel. Je voudrais vous demander, Yuval, est-ce que Dieu existe? Pour autant que je le sache et que je le crois, je dirais non. Ce n'est qu'une invention des humains. Mais les humains sont en train de créer Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé les humains, mais on assiste au fait que l'humain est en train de créer Dieu. Dans le passé, nous avons créé Dieu dans notre imagination. Nous avons imaginé cela pour y croire. Nous créons l'Apocalypse maintenant. C'est-à-dire, nous sommes en train, si je vous lis, de créer ce qui est écrit dans les Écritures. Donc je vous repose la question. Êtes-vous simplement un prophète venu d'Israël pour nous raconter la fin des temps? Non, ce n'est pas la fin de l'humanité. L'humanité s'améliore grâce à sa technologie pour créer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Mais dans un certain sens, c'est l'extinction des êtres humains, non pas des robots qui vont nous tuer, c'est plutôt nous qui allons peut-être fusionner avec des robots pour créer un autre être qui sera différent de nous et la différence sera plus importante que celle que nous avons avec l'homme de Néandertal ou les chimpanzés. N'oubliez pas l'espérance, Claude Askolovitch. Merci, Yuval Noah Harari. Je rappelle une somme, histoire globale du Sapiens et des Sapiens que nous sommes chez Albin Michel. Merci d'être venu sur Arte et d'avoir répondu aux questions vertigineuses et métaphysiques de Claude Askolovitch. Merci beaucoup et place au débat sur le pape et le fumier du diable. C'est ainsi que le pape François, qui arrive en ce moment même aux États-Unis, a qualifié le capital érigé en idole. Un pape postmoderne, global, altermondialiste dans la première économie du monde. Pourra-t-il impulser une révolution des cœurs et des âmes? Petit conclave après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Avant un périple aux États-Unis, le pape François a fait escale sur l'île de Cuba. À sa descente d'avion, le président Raúl Castro a orchestré le comité d'accueil. Au programme, une rencontre historique avec le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, 89 ans, un leader communiste qui, en son temps, remplaça le catéchisme par l'athéisme scientifique. Qu'importe, ce voyage, le pape l'a placé sous le signe de la réconciliation. Il a salué la normalisation en cours des relations entre Cuba et les États-Unis, un exemple à suivre, a-t-il dit lors de sa traditionnelle conférence de presse dans l'avion papal. Le monde est assoiffé de paix. Il y a des guerres, les migrants fuyant la mort pour chercher la vie. Un autre monde est possible. Voilà le message que le pape s'apprête à marteler aux États-Unis, où il arrive ce soir. Michel et Barack Obama seront là à Washington pour accueillir celui qu'ils considèrent comme le pape des pauvres. Ce pape militant, au pays du consumérisme et du libéralisme, prendra la parole au Congrès et à l'ONU à New York.
Il est attendu de pied ferme par certains républicains, comme ce chroniqueur télé de la très conservatrice Fox News. Il veut être un pape moderne, il ne lui manque plus que les dreadlocks et un chien avec un bandana, et il pourra manifester à Wall Street. Trop moderne, trop écolo, limite hippie pour les conservateurs, le pape sera un soutien bienvenu pour le président démocrate, notamment sur les questions de défense de l'environnement et de la justice sociale. François va prononcer pas moins de 18 discours aux États-Unis. Jusqu'où condamnera-t-il les excès du capitalisme ? Bonsoir à tous les trois, Jean-Michel Dumais. Bonsoir, vous êtes journaliste à l'Excellent Monde Diplomatique. Vous êtes l'auteur dans le numéro de septembre d'un long papier intitulé « Le pape contre le voici, contre le fumier du diable ». Et vous rappelez notamment que François est le promoteur d'une écologie intégrale qu'il a développée lors de son encyclique Laudato Si', socialement responsable, et qu'il vient aux États-Unis pour chatouiller, et plus que chatouiller même, les consciences lors de son discours aux Nations Unies. À côté de vous, Thomas Negaroff, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Vous enseignez à Sciences Po notamment. D'après vous, si le pape est populaire aux États-Unis, c'est parce qu'il est d'abord issu du continent américain, qu'il est moderne, progressiste et qu'il n'est pas encore tout à fait connu par tous les Américains, d'où cette popularité, cette grâce, cet état de grâce en quelque sorte. Isabelle de Golemin, bonsoir, rédactrice en chef adjointe de La Croix. Selon vous, le pape a des raisons de se montrer anticapitaliste car il a vu les effets du capitalisme ravageur, sauvage et l'impact de la dette en Argentine, notamment dans les périphéries de Buenos Aires, comme il aimait à les appeler. Il est sensibilisé à la question. Nadia, justement une question d'un internaute en 28 secondes et on démarre. Oui, que je vous lis tout de suite. Ce n'est pas la première fois qu'un pape se rend aux États-Unis. Pourquoi la visite du pape François en particulier suscite-t-elle tant d'intérêt ? Isabelle de Golemin, Benoît XVI s'était rendu aux États-Unis en 2008. C'était en pleine campagne présidentielle. Et si on se souvient bien, ça n'avait pas vraiment excité les foules. Est-ce qu'on se souvient mal ? Oui, en fait, il y avait eu quand même quelque chose de très important, parce que c'était la première fois qu'un pape reconnaissait le problème de la pédophilie des prêtres. Et il faut savoir que les États-Unis, l'Église catholique américaine a été dévastée par ce problème, financièrement, socialement, politiquement, etc. Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout la même importance. C'est vrai que le pape François, d'abord, est quelqu'un qui est très connu dans le monde. Il a une vraie popularité. C'est quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud. Et ce qui est rigolo, c'est c'est la première fois que lui va aller aux États-Unis, alors qu'il était quand même pas si loin que ça. Il est allé plusieurs fois à Rome, en Allemagne, etc. Quand il était jeune, il n'est jamais allé aux États-Unis. Donc il représente quand même cette Amérique du Sud avec qui les États-Unis ont une relation amour-haine, on va dire. Mais ce n'est pas la première fois qu'un pape est accueilli avec beaucoup de passion aux États-Unis. Jean-Paul II. Oui, et même Paul VI, le premier pape à pouvoir fouler le sol américain, c'est en 1965. Et il arrive aux États-Unis, il y a des millions de New-Yorkais dans les rues. Il fait un immense discours, et une messe même, au Yankee Stadium. Le Yankee Stadium, il y a 90 000 personnes dans le stade. Donc il y a un enthousiasme fort, et il fait un discours devant les Nations Unies où il exalte la paix dans le monde. Donc il y a des parallèles à faire, à mon avis. Des parallèles, de toute façon, et donc ça fait 50 ans. Donc c'est pas l'antipapisme qu'on va peut-être évoquer ce soir, structurel peut-être des États-Unis, en tout cas dans ses fondements. Ça fait un petit moment qu'on en est un peu revenu quand même. Claude ? Notre chiffre du jour est un chiffre quasiment diabolique. 666 moins 600 font 66. 66% de popularité pour ce pape François aux États-Unis. Ça a déjà été mieux, mais enfin c'est quand même extrêmement appréciable. On l'a déjà évoqué, Thomas Negaroff, mais qu'est-ce qu'il lui trouve à ce pape-là ? On va revenir à Jean-Michel Dumais après. Mais Jean-Michel Dumais peut répondre. Qu'est-ce qu'il lui trouve à ce pape-là ? On oublie Negaroff. Allez, vous, les Américains. Les Américains, qu'est-ce qu'ils trouvent au pape ? Oui, pourquoi il l'aime bien ? J'aurais plutôt tendance à vous répondre sur pourquoi il a baissé, parce qu'il avait quand même... 10 points de moins depuis le 13 juillet. Il était à 76% en juin, il est à 66. Et il est passé entre-temps à 59. Alors pourquoi tant d'amour et pourquoi moins d'amour ? Voilà. Et il y avait cette baisse, en fait, était concomitante de discours assez virulents en Bolivie, contre le système capitaliste ou le monde tel qu'il va aujourd'hui, tel que l'économie libérale progresse. Donc, ça, on va revenir sur le discours de Bolivie. Si je comprends bien ce qui est arrivé au pape dans son rapport avec l'opinion américaine, dans un premier temps, Isabelle de Golemin, ce pape est élu en grande partie grâce aux cardinaux américains qui voient en lui un type efficace, un manager, qui va résoudre le problème de l'Église, notamment cette question de la pédophilie. Ça, c'est bien ça. C'est un produit américain au départ. En fait, il voulait un gestionnaire, et c'est vrai qu'il avait cette réputation-là. Il savait, c'est quelqu'un qui s'est décidé, on l'a vu d'ailleurs. Donc les Américains ont voulu quelqu'un qui sache décider. Ils ne voulaient surtout pas un Italien, parce qu'on était en plein scandale du Vatican. Ce qui est vrai, c'est que les cardinaux américains, à mon avis, connaissaient assez mal Bergoglio.
ne serait-ce que parce que Bergoglio parle espagnol, il parle assez mal anglais, ses discours étaient peu connus, ses engagements, on va peut-être en parler, la théologie de la libération aussi était assez mal connue. Donc je pense qu'ils ont dû ensuite un peu déchanter quand ils ont vu ces prises de position quand même plus radicales que ce qu'ils pensaient sur les problèmes économiques et sociaux. Donc pas seulement un manager, mais aussi, entre guillemets, un homme de gauche, un latino-américain qui vient de ce continent si loin de Dieu et si près des États-Unis, comme on disait dans le temps. Oui, pour parler du Mexique. Ouais. C'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas non plus avoir une image un peu fausse des États-Unis. Il y a des sondages récents qui montrent que 70% des Américains considèrent que les revenus sont mal distribués. Donc, si on imagine que c'est tout d'un coup parce que le pape tient ce discours qu'on ne l'aime plus, on masque complètement une autre réalité américaine, qui est aussi une réalité. Bernie Sanders, c'est quelqu'un dont le discours porte aussi beaucoup aux États-Unis. Un démocrate de gauche. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une image un peu trop peut-être simpliste des États-Unis, en imaginant que tout d'un coup, dès que le pape a un discours un peu social ou moderniste dans les mœurs, pas eu de rupture, ça y est, tout d'un coup, l'opinion publique se détourne de lui. Parce qu'on dit 66%, mais ça, c'est les gens qui sont fermement favorables au pape. Mais si on ajoute les gens qui sont assez favorables, on arrive à plus de 80%. Donc il y a très peu de gens en fait aux États-Unis. Si on enlève en plus les sans-opinion, qui sont beaucoup, il y a une toute infime minorité des Américains qui ne sont pas d'accord avec ce pape. Alors on évoquait donc le fameux fumier du diable et ce discours que le pape a tenu en Bolivie au mois de juillet 2015. On peut écouter un extrait, Claude, on peut resituer dans le contexte ce moment où il s'est affirmé comme révolutionnaire. Absolument, c'est le moment. Il y en avait eu d'autres. Il y avait eu l'encyclique sur l'environnement, on va en reparler. Mais là, il est en Bolivie, le pape, et il va évoquer un des pères de l'Église, un saint Basile de Césarée, qui fustigeait les riches, qui avait employé cette expression, le fumier du diable. Il disait pas seulement de ça, le pape, on va l'entendre, il est très politiquement, très concrètement, comme dirait Jean-Michel Dumet, altermondialiste. Entendons le pape être de gauche, on l'écoute. Le nouveau colonialisme a plusieurs visages. Parfois, il a l'influence anonyme des veaux d'or que sont les entreprises, mais aussi l'imposition de mesures d'austérité qui obligent toujours les travailleurs et les pauvres à se serrer la ceinture. Il parlait aussi, Jean-Michel Dumet, des traités de libre-échange. C'est vrai que n'importe quel militant altermondialiste, ceux qui faisaient le pèlerinage de Porto Alegre, pourrait se retrouver dans ces paroles-là. Et d'ailleurs, les personnes à qui il s'adresse dans le... À qui il s'adressait ? Il s'adresse à des mouvements populaires, il ne s'adresse pas à des gens de sa paroisse. On appelle les mouvements sociaux dans le peuple de gauche. Les mouvements sociaux, oui, des gens qui ne sont pas forcément très proches de la religion, ou même de la religion catholique. Donc il y va, et vous aviez raison de préciser tout à l'heure, que son discours, il le forge progressivement. Il y a eu son encyclique qui est paru, le discours de Bolivie, il le fait. Alors, il le fait dans des terres où la religion catholique est prévalente, si je puis dire, beaucoup de place, et il consolide ce discours qui fait de lui un champion de l'altermondialisme aujourd'hui. Et ce qui attire chez Bergoglio, c'est sa capacité, chez le pape François, c'est sa capacité à ramener les gens dans l'ici et le maintenant, dans le concret. C'est-à-dire c'est pas un pape qui vous parle du jugement dernier. C'est un pape qui est sur le terrain. C'est un pape sur le terrain, qui aime les cardinaux de terrain, les gens de terrain, et qui ramène les gens au monde tel qu'il va aujourd'hui ou tel qu'il ne va pas, en disant qu'on peut faire les choses différemment. La fameuse théologie de libération des peuples a été jugée par certains comme un peu marxisante ou avec un fumet légèrement marxisant, non ? Ce qui a pu aussi faire craindre et expliquer ça dépend, parce cette perte que de popularité aux États-Unis chez les plus conservateurs. Il a beaucoup lutté lui-même contre certaines dérives chez les jésuites d'Argentine. Par rapport à cette théologie de la libération des dérives marxistes. Donc lui n'est pas marxiste et lui s'est situé plutôt dans ce qu'on appelle la théologie du peuple, qui est une branche de la théologie de la libération, mais qui finalement part du peuple. Sans en faire une critique marxiste, donc en disant il y a les bons et les mauvais, etc. Elle part du peuple, elle part du peuple. Et elle part quand même d'un peuple qui est opprimé et qu'il faut libérer. C'est là où on peut parler de théologie de la libération. Mais pas seulement, Isabelle de Goldman. Quand je lis ce que dit le pape, il dit aux pauvres, il dit aux chiffonniers, aux paysans sans terre, alors tous ces personnages de l'altermondialisme, que c'est par eux que le monde va se sauver. C'est pas la classe ouvrière du marxisme, mais enfin, il pense quand même que c'est par les pauvres, les plus miséreux, que cette terre va être sauvée, que ce monde va changer. Oui, c'est complètement vrai. C'est une théologie qui se base sur ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, qui est vraiment un élément de la doctrine sociale de l'Église, qui est de dire que c'est d'abord les pauvres qui sont prioritaires. Donc il est vraiment là-dedans. Et qui sont moteurs aussi. Qui sont moteurs. Moi, je pense qu'il est tout à fait dans une ligne finalement assez classique de la doctrine de l'Église. Ce qu'il y a, c'est qu'il l'exprime de manière sans doute beaucoup plus concrète, comme le disait Jean-Michel Dumet, parce que
il sait de quoi il parle. Il a cette expérience. Et puis aussi, il est quand même très antilibéral. Et ça, je crois que c'est quand même nouveau par rapport, par exemple, à quelqu'un comme Jean-Paul II. C'est vraiment quelqu'un pour qui le libéralisme, ça ne produit pas du bien commun, finalement. Et c'est là où il y a sans doute un écart par rapport à Jean-Michel Dumais, vous voulez rajouter quelque chose sur cette théologie de la libération des peuples? Lorsque j'ai enquêté sur le pape, ce qui était frappant, c'est de voir que ses interlocuteurs disaient très concrètement aussi qu'il a une façon très... dans un langage managérial, on dirait... bottom-up, c'est-à-dire... il fait remonter d'en bas vers le haut. Voilà, il s'intéresse au bas pour aller vers le haut et non pas top-down. Et ses prédécesseurs, qui étaient Benoît XVI et Jean-Paul II, avaient plutôt une vision, enfin une manière de manager l'Église très victoriser du haut vers le bas, voilà, quasiment transcendantale, c'est-à-dire que voilà, tout passe du haut en bas. Lui, il part de la base, il est convaincu que c'est le peuple. D'ailleurs, c'est pratiquement le premier pape qui se dirait anticlérical, si on l'écoute bien. Oui, il a en horreur la hiérarchie, il a en horreur les élites. Et il apprécie les mouvements populaires. En ce sens, il préfère les gens qui développent du covoiturage plutôt que des élites qui prendraient des positions pour changer le monde. Collaborative, etc. Alors, il connaît les textes, Basile de Césarée, il faut le chercher. Vu des États-Unis, comment c'est perçu? Alors justement, ça, c'est encore une fois, il ne faut pas opposer nécessairement ça aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est aussi un pays qui valorise l'anti-establishment, qui valorise l'initiative populaire, qui valorise la communauté, qui fait émerger des idées. Donc quand il va arriver aux États-Unis, il arrive ce soir, là, en ce moment. il n'est pas absolument en opposition frontale avec le modèle américain. Et d'ailleurs, les démocrates attendent avec impatience son discours devant le Congrès, parce que jeudi, ça sera le premier pape de l'histoire à prononcer un discours devant le Congrès réuni, les deux chambres. Et les démocrates l'attendent sur 3 thèmes, la redistribution, l'immigration et le climat. Donc, et je ne crois pas que les démocrates soient de terribles altermondialistes. Donc ils savent aussi que le discours du pape aujourd'hui peut être entendu par les Américains. Pardon, juste une chose. Quand il dénonce les traités de libre-échange, tous les démocrates, s'agisse de Clinton ou d'Obama, ont poursuivi cette politique-là. Ils sont dupes d'eux-mêmes, les démocrates? Non, mais aujourd'hui, il y a un grand débat, par exemple, sur le traité de libre-échange avec le Pacifique. Il y a aujourd'hui un vrai mouvement aux États-Unis qui est hostile à ce traité de libre-échange. Alors, effectivement, plutôt hostile parce que les Américains pensent qu'ils vont y perdre, c'est pas forcément idéologique. Effectivement, là on peut réfléchir. Mais en plus, dans l'actualité, il y a un truc qui est parfait pour le pape, c'est l'affaire Volkswagen. Oui. Le capitalisme qui ment. Qui détruit, qui détruit autant de valeurs qu'il crée de richesses finalement. Et ça, c'est un discours que le pape ne peut que saisir. Et ça, l'opinion publique américaine pourrait l'entendre aussi. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose à propos de quoi on entendra le pape François. Ce serait le trafic d'armes, la vente d'armes, la vente d'armes plus précisément, et notamment les les responsabilités des vendeurs d'armes et des grandes puissances dans ce qu'il a appelé la Troisième Guerre mondiale en morceaux. Sauf que quand on dit vendeurs d'armes et grandes puissances, eh ben on a coché toutes les cases du bingo et ce sont les oreilles de tous les Américains qui sifflent, et en particulier celles des 7 entreprises américaines donc, qui figurent dans le top 10 des plus gros marchands d'armes. On peut rappeler que les États-Unis sont de très très loin les plus gros exportateurs d'armes. Ils fournissent des armes à plus de 170 pays et pas forcément les pays les plus riants. On le savait pour l'Égypte et pour Israël. On sait un peu moins qu'ils ont également vendu des armes à des pays comme Bahreïn, l'Irak, le Yémen, et ce, malgré les atteintes répétées aux droits humains qui ont été perpétrées dans ces pays. On sait aussi que si les États-Unis ont signé mais pas ratifié le traité sur le commerce des armes, c'est notamment à cause de la puissance du lobby des armes. Est-ce que Thomas Negaroff, Barack Obama va pouvoir faire de ce pape un allié pour contrer ce lobby sur cette question-là? C'est très difficile parce que là on touche des intérêts militaro-industriels qui quand même dépassent largement... Est-ce qu'il va l'évoquer, le pape François, selon vous? Oui, je pense, parce que c'est un pape courageux, parce que c'est quelqu'un qui dit les choses. Et finalement, il est presque l'envers de Jean-Paul II, qui était du côté occidental et qui était le principal ennemi peut-être de l'autre côté du mur. Pour l'URSS, on sait bien l'importance du pape en Pologne, dans les mouvements de solidarité. Le pape de la fin de la guerre froide. Ouais, c'est un peu ça. Et finalement, on a presque le miroir inversé aujourd'hui, avec un pape qui vient un peu, effectivement, être éventuellement contre certaines valeurs occidentales et contre certaines valeurs américaines en particulier. Oui, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que Jean-Paul II a été beaucoup contre les États-Unis par rapport à la guerre en Irak. Oui. C'était quand même important. Il a eu toute une action diplomatique pour critiquer la guerre. C'était le premier qui a critiqué. Il était soutenu par la France. Il n'y avait plus de mur, mais il n'était pas non plus complètement du côté de l'Occident. Je pense qu'il faut nuancer. Jean-Michel Dumais, l'encyclique Laudato Si, si je prononce mal, mais enfin bref, qui date de juin et qui a été une révolution. Loué sois-tu.
Loué sois-tu, qui a été un événement, qui a été publié donc le 18 juin dernier. Et comment, plus largement, ce concept d'écologie intégrale, porté par cette encyclique et donc par la volonté de ce pape révolutionnaire, comment ça peut être perçu aux États-Unis? On va revenir sur les climato-sceptiques, mais en ce moment où on sent Barack Obama un peu coincé aux entournures, comment ça peut être perçu? C'est un gros morceau, ça, parce qu'il s'attaque, encore une fois, au système et dans sa globalité. L'intérêt de l'encyclique, d'ailleurs, chacun peut la lire, c'est vraiment ça se lit, c'est pas du tout un document interne, c'est pas à l'adresse des... C'est presque lyrique. Écoutez, c'est très complet, il y a des aspects scientifiques, il y a des aspects moraux, c'est très simple, c'est très abordable, ça fait un tabac d'ailleurs dans les ventes d'édition, c'est disponible gratuitement sur Internet. Bon, c'est le premier qui a une vision, enfin qui raboute tous les aspects sociaux, économiques, écologiques. Et voilà. Et en ce sens, la réception aux États-Unis, sincèrement, c'est difficile pour moi. Je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, mais c'est clair qu'il n'est pas dans le climato-sceptisme. Lui, il est très, très clairement là pour dire l'humanité est responsable de ses problèmes. Il faut donc prendre les choses à bras-le-corps et changer le système. Enfin, il est catégorique là-dessus. Mais ça, une majorité d'Américains est d'accord avec ça, encore une fois. Une majorité, mais pas tous. Comment les catholiques conservateurs climato-sceptiques vont-ils accueillir les positions écologiques du pape comme un vampire la gousse d'ail? C'est le cas de Rick Santorum, candidat à la primaire républicaine. Thibault Nolte lui administre ce soir l'extrême onction. C'est bang bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Faut-il excommunier Rick Santorum? Rick Santorum aimerait devenir président des États-Unis en 2016. Comme en 2012, il est donc candidat à la primaire républicaine. Mais cette grenouille de bénitier de classe mondiale, fidèle à une messe par jour, caracole à 1% dans les sondages. Et il ne pourra même pas compter sur un coup de pouce céleste, il est en délicatesse avec le Seigneur. Rick, 8 fois papa, est un immense dévot, conservatissime en tout. Avortement, homosexualité, contraception, peine de mort, immigration, armes, euthanasie, évolution. Et jusqu'ici, Dieu ne s'était jamais plaint. Mais ses options sur le réchauffement climatique, un canular d'après son analyse, sont en porte-à-faux avec l'encyclique écologique du pape. À l'idée d'opérer un changement des modes de production et de consommation, comme en exhorte ses ouailles le pape François, Rick a fait une crampe du lobe théologique, jusqu'à suggérer au pape de s'occuper de sa soutane et de laisser la science aux scientifiques. Pas très chrétien, ni très malin, puisque François est justement chimiste de formation. Pour Ricky la science, 20 millions de réfugiés climatiques comptés par l'ONU en 2005 peuvent donc aller au diable. Tandis que lui dirige depuis 2 ans un studio qui produit des nanars christiques, Le Cierge de Noël, Je suis Gabriel ou Au-delà du paradis, pour, dit-il, exorciser le cinéma. Rick Santorum, une tartufferie en technicolor. Merci Thibault Nolte. Thomas Negaroff. Oui, Rick Santorum, oui, c'est... Alors, c'est encore une fois, on sort le truc le plus grotesque pratiquement de la classe politique américaine. Mais oui, Santorum, il a été très fort. Pas le seul, Jeb Bush aussi s'est exprimé en disant qu'il se mêle de... Ouais, en fait, aujourd'hui, la dogme. Ouais, la tendance aujourd'hui, quand même, aux États-Unis, c'est de dire, et c'est notamment Carly Fiorina, celle qui est en train de crever l'écran du côté républicain, qui pourra avoir l'investiture peut-être dans quelques mois, même si on n'en sait vraiment encore rien, et qui dit, oui, l'homme est responsable du réchauffement climatique, mais il n'y a pas de raison que ce soit que les Américains qui fassent un effort, sinon on va perdre de la compétitivité. Et la réponse de Barack Obama, et c'est là qu'on y est, c'est de trouver une voie pour qu'il y ait une croissance qui soit en plus nourrie par la recherche sur l'environnement. C'est là qu'on peut essayer de trouver des solutions. Mais le pape n'est pas du tout là-dessus. Lui, il est plutôt sur, effectivement, l'écologie totale. C'est vraiment l'idée qu'il faut prendre dans son ensemble la dimension écologique et ne pas s'intéresser à la dimension économique. Donc 2 visions plutôt antagonistes. Sauf qu'il dit que, pardon, Isabelle Gomil va lire mieux que moi, mais il dit qu'au cœur de la question écologique, il y a la question de la répartition des efforts et de l'aide des riches aux pauvres. Il emploie le mot de décroissance en disant qu'il faut peut-être à un moment se poser les questions de nos modalités de croissance. De toute façon, tout le monde ne pourra pas avoir une croissance comme les États-Unis, sinon la planète, elle va exploser. Donc, il parle de décroissance, ce qui d'ailleurs a fait beaucoup de débats, y compris en France, dans les milieux catholiques économiques. Alors, est-ce qu'il parle de l'explosion démographique sur la planète, par exemple? Vous évoquiez cette question, Jean-Michel Dumet, dans votre papier sur le Oui, il n'est pas bavard sur le sujet. Et d'autres questions qui posent problème justement aux progressistes ou aux démocrates aux États-Unis sur les questions sociétales plutôt. Des silences embarrassants. C'est vrai que, alors,
est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? Entre les médias et le pape, il s'est joué quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle de François comme... on parle de son discours anticapitaliste. Jean-Paul II et Benoît XVI avaient des paroles sur anti-système qu'ils puisent dans l'Évangile, qu'ils puisaient dans l'Évangile. C'est pas neuf, ça. Ce qui est neuf, c'est l'habileté, me semble-t-il, qu'a François de faire passer au second plan tous les sujets qui fâchaient, les sujets de société, sur le droit à l'avortement, sur l'usage des préservatifs. Et sur les questions de démographie. Donc là, il est vraiment... Cette Amérique qu'il prend à rebrousse-poil sur le capitalisme est aussi une Amérique qui est en train de légaliser le mariage entre personnes du même sexe sur son territoire. Est-ce que le pape va oser se montrer plus réac que les Américains au Congrès et leur dire qu'il ne faut pas le faire, ça? Non, je pense qu'il va répéter ou redire qui suis-je pour juger. Mais en fait, la nouveauté de ce pape, peut-être par rapport à un discours magistériel qu'on avait jusqu'alors, c'est qu'il est sur les mêmes dogmes, la même norme que ses prédécesseurs. Mais par contre, il dit que les gens, ils ne sont pas forcément toujours à ce niveau-là. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à ce niveau de normes qu'ils doivent être exclus de l'Église. Donc il prend les gens là où ils sont. C'est là tout son discours moral est très nouveau de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, voilà, ça c'est permis, ça c'est autorisé, etc. Non, il dit, bon, voilà ce que dit l'Église, mais ensuite il y a la vie, il y a les gens, et on voit chaque histoire humaine dans sa complexité. Un mot pour conclure. Et sur la question de la contraception ou de l'avortement, il dit il faut arrêter que ce soit une question absolument centrale de nos discussions. Il y a d'autres thèmes à évoquer. Ce qui est une bonne manière d'éluder le débat. Voilà, absolument, et pas de se mettre à dos la curie non plus. Comment il disait Clinton? The economy stupid? C'est ça le pape, la révolution stupide, rien d'autre. C'est pas... Merci à vous trois. L'émission continue avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin, de point de vue malicieux sur l'histoire et sur l'actualité. Après Désintox, la brigade de vérification des faits, ce soir, Jean-Luc Mélenchon sans plomb à propos du pétrole de Daesh. Les automobilistes européens subventionnent-ils Daesh en achetant du pétrole à la pompe? Le président du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, l'affirme. Il est anormal qu'une organisation comme Daesh ait des réserves de plusieurs millions de dollars et qu'il continue à vendre du pétrole à des pays parmi lesquels il y a des pays européens. État proclamé en juin 2014, l'État islamique dispose d'un budget de 2 milliards et d'importantes ressources de pétrole, une douzaine de champs répartis entre la Syrie et l'Irak. Jean-Luc Mélenchon s'appuie sur une polémique vieille d'1 an. En septembre 2014, Yana Ivaskova, ambassadrice de l'Union européenne en Irak, affirme au Parlement que des tankers chargés de pétrole achetés à Daesh auraient livré plusieurs pays de l'Union européenne. L'ambassadrice a ensuite refusé de donner la liste des pays concernés. 1 an plus tard, le Parlement européen affirme ne disposer d'aucune information sur le sujet. Selon les spécialistes, le pétrole de Daesh servirait avant tout au propre approvisionnement de l'organisation. Et si l'idée de circuit de contrebande vers l'Europe n'est pas impossible, elle est très improbable. D'abord parce que ni l'État islamique ni ses voisins ne disposent de moyens d'acheminement comparables à ceux des grandes compagnies pétrolières. De plus, les récents bombardements américains ont probablement endommagé des champs de pétrole et les infrastructures concernées, mais surtout, il est trop risqué pour les pays de l'Union européenne d'acheter à l'État islamique, même par des intermédiaires. Selon les experts, si ce commerce illégal existe ou a existé, ce serait en quantité infime. Merci Désintox. Regardez. Danny Wilde et Brett Sinclair. Voilà, j'allais dire tic et tac, il est beau. Magnum et Higgins. J'aurais pas dit mieux. Les Brett Sinclair avec la cravate. Calvin et Hobbes, donc deux garçons, en un mot, Jean-Mathieu Pernin, Xavier Mauduit, qui débusquent des informations insolites et qui éclairent le présent grâce au passé. On commence avec vous, Xavier, bonsoir. Bonsoir. Une initiative altruiste de la part du fondateur du Guide du Routard qui a décidé, eu égard à l'afflux de réfugiés, d'éditer gratuitement un guide, tout en images de 90 pages, diffusé, je crois, à 4000 exemplaires. 4000, ouais. Qui s'appelle Hello et qui explique la France aux réfugiés. Et ça vous a rappelé? Bah oui, ça fait penser à un autre guide Hello a été largement diffusé aussi par le passé, qui était destiné à des amis qui débarquaient à l'improviste, les soldats américains. Un guide produit par le gouvernement des États-Unis avec un titre qu'on pourrait traduire littéralement par 112 griefs contre les Français. Alors effectivement, c'est ça, hein, c'est 112 clichés décortiqués pour aider les pauvres GIs à comprendre qui sont ces terribles Frenchies qu'ils découvraient. Alors ça donne quelque chose du genre, les Français sont sales. Oh, bah faut pas généraliser. J'ai des noms. Hein, non, mais c'est surtout, bah, regardez, ils n'ont pas de savon depuis 1940. Ou encore, les Françaises sont des filles faciles.
Bah, non, faut pas généraliser. Elles ont couché avec les Allemands. C'est des noms aussi. Surtout, vous, soldats américains, vous êtes dans des villes de garnison. Alors bon, bah, bien sûr, forcément. Il y a un autre cliché qui est sympa, c'est oui, bah, voilà, ça fait 2 fois de suite qu'on vient en Europe pour sauver les Français. Ah oui, mais il faut pas oublier que les Français avaient fait pareil. Ils sont venus nous libérer. Souvenons-nous de Lafayette. Voilà, donc les Français sont nos amis. C'est absolument formidable. Bon, c'est de la propagande états-unienne, mais en faveur de la France. Merci à eux. Et c'est toujours marrant, ce genre de petits documents, parce que même lui, aujourd'hui, ça nous donne le regard extérieur. On en a besoin. Les clichés ne sont pas tous vraiment faux. Ils sont encore valables pour certains. C'est bon de démonter les clichés, de dire, par exemple, par rapport à ce que l'on entend dire encore aujourd'hui, non, c'est pas vrai. Les Français restent toujours très accueillants. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Si t'as eu de la peine, si t'as pas eu de veine, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as des misères, bah viens prendre un verre, viens à la maison. Oh, c'est qui? C'est trop mignon. Robert Lamoureux. Ah ouais. Robert Lamoureux, papa, maman, la bonne et la bonne et moi. Ce qui est marrant, c'est que les GIs avaient un guide du même type pour leur séjour au Royaume-Uni. Fallait apprendre à être gentil avec les Anglais pour pas les vexer quand ils étaient venus à leur secours. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a eu... Vous pouvez continuer toute la soirée comme ça. Non, mais je connaissais par cœur. Il y a eu un moment, il y a eu une influence du passage des GIs par la France sur l'histoire intérieure américaine. Après la Première Guerre mondiale, les soldats noirs américains se rendent compte qu'ils sont dans un pays, la France, là on les traite comme des êtres humains. Alors que c'est encore dur aux États-Unis. Dans les bordels de Pigalle, les soldats blancs américains viraient les noirs, parce qu'on ne va quand même pas servir dans le même corps, et c'est les souteneurs, les macro-français qui disaient si, le black, il a le droit de venir. Voilà, comme quoi. Et Claude était là pour les séparer. Bien sûr, Claude est toujours là. Jean-Mathieu Pernin. Non, je les invitais. Viens à la maison. Jean-Mathieu, viens à la maison. Jean-Mathieu Pernin. Oui, alors on le sait, l'homme sait faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'il sait réfléchir, courir, aller dans l'espace, fabriquer de magnifiques émissions sur une chaîne franco-allemande. Mais il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est devenir invisible. Alors pour ça, il y a une personne qui peut nous aider, c'est Harry Potter, bien sûr, le petit sorcier aux 450 millions d'exemplaires de ses aventures vendues dans le monde, inspire beaucoup les scientifiques, et notamment sa cape d'invisibilité. Alors c'est une sorte de tunique ou de houppeland, si on préfère, si on a du vocabulaire, qui lui permet d'échapper ainsi à ses ennemis. Et à Voldemort. Exactement, et son ennemi principal. Et eh bien, cette cape d'invisibilité intéresse beaucoup les scientifiques, et des scientifiques de l'université de Berkeley aux États-Unis sont en train de la fabriquer. Alors pour l'instant, c'est vraiment un confetti d'invisibilité, puisqu'elle ne mesure que 80 nanomètres, soit 80 milliardièmes de mètres, mais l'objet et le principe est là. En fait, c'est grâce à un jeu de réflexion de lumière, l'objet disparaît. Alors ça peut avoir une application très pratique, et notamment militaire, puisqu'on le sait, l'armée américaine investit beaucoup dans les recherches scientifiques, à la recherche du troufion de demain. Juste un exemple, en 2008, elle n'avait pas hésité à investir 4 millions de dollars pour trouver des méthodes télépathiques pour ses soldats, ce qui n'a absolument pas marché. Je tenais à vous le dire, c'est un échec total, voilà. Mais donc cette cape d'invisibilité pourrait servir donc à camoufler des armes, des avions et même des hommes. Ça peut être très prochainement, même cette année, nous dit le quotidien britannique, le Daily Mail, voilà, avec cette tunique qui n'est pas vraiment invisible pour l'instant, mais qui le sera, c'est sûr. En tout cas, ça peut poser aussi d'autres questions, puisque certains s'inquiètent de cette innovation scientifique en se demandant est-ce que l'homme sera toujours le même s'il devient invisible? Est-ce qu'il ne laissera pas parler finalement toutes ses pulsions? Et puis surtout, est-ce qu'on sera obligé de porter ce genre de vêtements? Voilà, si on devient invisible. Voilà, en tout cas, la cape d'invisibilité va ouvrir de nombreux... Dans les bordels de la Terre entière, Claude. Mais entre nous, si en 1944, on a été libéré par le bonhomme Michelin là, et pas par des beaux GI, ça n'aurait pas été la même chose. Vous parlez de l'homme invisible. En termes de reprocréation, je parle du truc qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'homme invisible, en fait, c'est ça, l'homme invisible. Ne vous laissez pas déstabiliser. Excuse-moi, c'est pas un GI de 44. Voilà, mais c'est vrai. Ce sera tout? Ce sera tout? Bon, tu confirmes? Merci, messieurs. Merci, mes amis. 28 minutes est terminé. À suivre, une soirée Théma présentée par Émilie Aubry sur le bilan de la réunification allemande à l'approche du 25e anniversaire de l'événement. À demain, 20h05 avec Mouti, votre servante. Bis morgen.